Hey, salut tout le monde! Bien avant de commencer l'émission régulière de la Triple Menace, juste à dire on travaille parfois sur des petits projets, sur des petites affaires sur le side. Et les gars, on a un petit projet spécial qu'on annonce à la fin de l'émission. Fait que bien hâte de vous montrer ça. Mais les gars, est-ce qu'on s'attend de quoi de gros? Quand même. Quand Quand même même. cool. Quelque chose de le fun. Quelque chose de fun. Je vais laisser les gens juger si c'est gros ou non, mais c'est de quoi de le fun. Moi, Mon pour ma part, je dis quelque chose de fun. Mon petit, c'est que on peut rattacher ça à ces fameuses chaises de plastique blanche de fin de soirée. C'est tout ce que j'ai à dire. Restez à l'affût jusqu'à la fin de l'émission où on va vous faire cette petite annonce-là. D'ici là, on vous souhaite une bonne heure et demie de déconnage et de parlage de sport. Puis on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Le sport pris au sérieux par des animateurs tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace, édition du 15 juin 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'ai déjà réalisé, les gars, qu'on est à mi-chemin en 2025. C'est fou comment ça passe vite, puis on est chanceux, man. C'est ça. Jusqu'à date, là, bon, niveau sport, là, on se concentre sur le sport, là, ça a été une belle année, puis ça continue de plus belle. Ça pourrait tellement bien finir, les gars, puis là, je touche du bois, là. Espérons que ça reste comme ça dans une semaine qu'on va parler du compte-rendu de ces finales-là. D'ici là, les gars, comme à l'habitude, Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza, pour discuter de tout ça. Les gars, c'est quand la dernière fois, vite comme ça, où les finales, autant de la NBA que de la LNH, ont été aussi le fun à suivre en même temps et que ça a été aussi serré? Mais en même temps, genre, c'est rare que deux soient aussi serrés en même temps. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que la NBA, j'ai l'impression que ça fait une couple d'années qu'on n'a pas eu une vraie bonne finale. La dernière fois qu'il y a eu un match 7, Félix, c'était quand en finale? C'est 2016. Voilà. Puis, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux longues séries en même temps. Puis, je pense que c'est ça qui rend aussi cool. Puis, tu sais, dans tous les cas, on a un minimum de 6 matchs dans les deux séries. Possiblement 7 si les Oilers gagnent le match 6 et si l'équipe qui va. En fait, c'est possiblement 7 matchs aussi dans la NBA. Ce serait cool. Deux matchs 7, à part l'effet que ça finit bien trop tard. D'ailleurs, là, je vais prendre un petit moment, OK? Parce que moi, là, dans les derniers jours, là, j'ai une de mes opinions, c'est de plus en plus forte, OK? C'est la saison de la LNH. La NBA aussi, là, mais surtout la LNH, là, ça finit bien trop tard dans l'année. Oui. Comment ça, OK? On est rendu la mi-juin, OK? Mi-juin, OK? Quand il fait 30 degrés dehors. On a eu des journées de 30 degrés, là. C'est un petit peu moins épais, là, mais on a eu des journées de 30 degrés dehors, OK? Comment ça, il y a encore du hockey qui joue rendu à la mi-juin, puis qu'on va finir ça genre le 20 si on se rend en 7, la NBA le 21, ça finit trop tard, ça finit bien trop. Début juin, le 1er juin, c'est réglé. On fait le draft genre mi-juin, joueur autonome, genre une couple de jours après, puis on s'en va en vacances après. C'est bien trop long, même. C'est ça, moi, le problème que j'ai avec cette finale, puis celle de l'année passée en particulier, c'est que la LNH prend trop de momentum entre les matchs. Ben oui. Ça reste dur à suivre. La température dehors, puis là, je comprends, OK? Là, il y a l'hostie de voyagement parce que faut pas oublier, Edmonton puis Floride, c'est un hostie. Ouais, c'est vrai. On sous-estime à quel point c'est long comme trajet. Puis je comprends que c'est réglé avec l'Association des joueurs et la Ligue nationale pour le contrat de travail. Mais en même temps, est-ce que ça fait en sorte qu'on sort un argument de plus pour enrayer les matchs de pré-saison dans la Ligue nationale puis commencer la saison genre le 21 septembre? Au lieu genre du 11 octobre? Ah, 100%. 100%. Pourquoi on continue mi-juin au lieu de commencer en septembre? Tu as la pré-saison, tu as déjà réglé le problème. Ah ouais, et puis pourquoi tu commences mi-octobre? Si tu commences début octobre, OK, déjà tu gagnes 2 semaines là, tu t'es coupes à la fin, tu finis genre, à la limite, tu finis le 4 juin, je m'en sac, tu sais, mais finis début juin, repêchage 2 semaines après, joueur autonome 1 semaine après, c'est fini, on s'en va en vacances après, puis
ça finit bien trop tard, man. Puis, je pense pas que ça va changer dans la prochaine convention collective. D'ailleurs, là, je pense que Gary Bettman veut rien savoir de changer ça, là, mais man, ça finit trop tard. Puis la NBA, c'est pas parce que je parle beaucoup de la LNH que je les ai oubliés. Hein. Ça finit bien trop tard aussi. Mais par contre, le fait d'avoir une Coupe Stanley qui se gagne un 20 juin, d'avoir le draft la semaine d'après, puis la semaine d'après, tu as les joueurs autonomes, ça, par exemple, pour du contenu, ça, j'aime ça. Moi, j'aime mais dans le pire des cas, des places tout avant. Je veux dire, tu veux qu'on garde ça de même? Ben, pas de trouble. Si on finit la coupe matchette le lundi, le draft le vendredi, joueur autonome le lundi d'après. La proximité du contenu. Wow, on aime ça de même. C'est vrai qu'on part en vacances. Mi-juin, on est tous en vacances. Bon, pour ce que ça vaut. Eux autres, ça va s'entraîner, mais après ça va discuter tout l'été. C'est toujours ça dans le monde du sport. On fait juste discuter des patineries et de toutes ces affaires-là. On va se demander à quel moment on fait le chandail de Carey Price. Là. Puis je fais juste vous dire, habituez-vous parce que le Canadien va jouer de plus en plus tard dans les prochaines années. Je fais juste dire ça de même. Habituez-vous. Ouais. C'est pas impossible. D'ailleurs, on chiale de ça, du fait qu'il fasse beau, qu'on est en gougoune, en shorts dehors, mais il y a une équipe en finale que c'est littéralement son environnement de tous les jours, d'aller s'entraîner en shorts et en gougoune. Tu sais à quel point ils l'ont bien en esti, puis nous autres, quand on voit ça, quand on a ce signal-là au Québec, on se dit, hey, tu sais quoi, peut-être que ça veut dire que ça va trop loin cette saison-là. Les gars, tout ça, et on n'a même pas encore eu l'opportunité de parler de ces matchs-là qui se sont déroulés. Alors, commençons de plus belle pour ce qui est du hockey, effectivement, comme vous savez presque tous maintenant, au point où on se parle. Cette série est égalité 2-2 après 2 matchs vraiment forts en émotion pour les Oilers, autant pour le bon. 2-2. 3-2, pardon. 3-2, pardon. Oui, effectivement. Donc, les Panthers qui sont à une victoire de la Coupe, qui pourraient d'ailleurs la gagner devant leurs partisans. Mais au point, on en est à 3-2 où les Oilers, les gars, ça aurait même pu être fini plus tôt que prévu, dans un match jeudi soir où les Oilers se faisaient malmener, puis ça a pris un effort surhumain en deuxième moitié de match pour égaliser et ensuite marquer en prolongation. Tout ça pour que ça se dégonfle à Edmonton. Le gros sujet qu'on a eu, puis on va commencer là-dessus. Le gros sujet qu'on a eu il y a 2 semaines, je pense, sur l'émission, où on se disait, hey, vous savez quoi, ce qui est le fun avec les Oilers, c'est que tout le monde contribue. Bob, je sais que c'est toi en plus qui avait dit ça, mais là, à la lumière des récentes performances qu'on a eues, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on doit commencer à tout mettre nos jetons sur la table et à que tout passe par McDavid et Draisaitl? Ben, en fait, offensivement, je pense que tu n'as pas besoin de faire ça. Ce que tu as besoin, c'est que les Oilers arrêtent de faire des crises de mauvaises erreurs débiles à patinoire. Ah, tu parles de Mathias Ekholm? Tu sais, un Mathias Ekholm qui se fait endormir sur une mise en jeu par Brad Marchand. Sur le deuxième but des Oilers hier soir, tu as un mauvais changement qui mène au deuxième but des Panthers. Les Oilers sont redevenus les good old Oilers qu'on pensait, que défensivement, c'est pas aussi sharp qu'on avait eu depuis le début des séries. Puis là, il y a le fameux débat, il fallait envoyer Calvin Packard ou Stuart Skinner dans le match 6. Il n'y en avait pas de débat. Il fallait que tu envoies Stuart Skinner dans le match 6 pour 2 fucking raisons. T'as renvoyé Skinner le match 5, toi? Oh oui! Match 5, moi, tu ramènes Stuart Skinner pour 2 raisons. De 1, regardez encore les stats de Stuart Skinner, match numéro 5 à 7, puis venez me voir aussi un peu. Puis 2, est-ce que c'était de sa faute au match numéro 4 d'avoir donné 3 buts en première période? C'était-tu uniquement de sa faute? Non. Mais en même temps, je veux dire, t'avais un gardien qui a été 6-0 puis tout, puis oui. un 6-0, je suis pas un gros, il était pas si bon que ça, Pickard, dans les matchs que je jouais. C'était pas un 6-0 extrêmement convaincant, mais t'as quand même l'équipe en avant de lui qui était plus en confiance ou quoi que ce soit, puis moi, je comprends pourquoi on est allé à Pickard au match numéro 5, parce que, a quand même aidé l'équipe à, juste quand il est arrivé dans le match, on a senti comme le momentum changer un peu, les Panthers qui se sont plus affaissés, les Oilers qui ont pris confiance soudainement. Fait qu'au match 5, je comprends pourquoi t'as pas vraiment le choix d'y retourner. Là, par exemple, au match 6, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu as 2 possibilités. Tu restes avec Pickard qui n'a pas eu un grand match numéro 5, ou tu retournes à Skinner que tu viens de sortir d'un match numéro 4. Honnêtement, tu es un peu mal pris, peu importe la décision que tu prends. Fait que je sais pas qui t'envoie au match numéro 6. Je pense que tu restes avec Skinner qui est ton numéro 1, mais je sais pas, man. Je sais vraiment pas qui j'enverrai comme gardien. Les boys, est-ce que vous avez écouté les Oilers en série depuis 2 ans?
Absolument. Le même team qui recommence encore. Stuart Skinner qui connaît un shady, 1-2 départ un peu shady. Calvin Packard arrive pour 1-2 matchs. Stop l'hémorragie un peu. Stuart Skinner revient, puis pendant 3 semaines de temps, quasiment invincible devant son net. Là, on recommence à devenir shaky, mais les Oilers gagnent et on revient au bout du cycle. Là, en ce moment, on est rendu à Calvin Packard a donné un petit break à Stuart Skinner, ramène-le après ça. Il va redevenir encore super solide dans son net. C'est tout le temps ça avec les Oilers depuis 2 ans. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Non, il n'y a rien qui me surprend avec les Oilers, man. Cette équipe-là, c'est le meilleur du meilleur comme du pire à chaque soir, man. Est-ce que les Oilers, c'est l'équipe la plus chaotic good de la Ligue nationale? Absolument. Absolument. Il n'y a aucun doute. Ouais. Puis de l'autre bord, tu regardes les Panthers, puis à chaque fois, tu vois peu importe qui sort, t'es comme, man, wow! Genre, quel bel alignement de joueurs. Puis je pense que dans ce 5e match, un de ces joueurs, sans dire sous-estimé, mais qui a mené une bonne partie de la charge, les gars, c'est Gustav Forsling. Oh, man! Quel match! À quel point Aaron Ekblad va faire de l'argent cet été à cause de Gustav Forsling? Ah, c'est fou, man. Puis j'espère que l'équipe va signer Ekblad. Je parle aux 31 autres directeurs généraux de la Ligue nationale qui ne s'appellent pas Bill Zito, là. Ouais. Rappelez-vous d'une chose. Si vous signez Aaron Ekblad, vous n'aurez pas Gustav Forsling. Exact. Attention. Forsling fait tellement bien paraître Ekblad en ce moment. Puis Ekblad est un bon défenseur, là, mais Forsling est tellement solide. Trouvé sur les waivers, soit de 100%. Oui, c'est incroyable. Puis les Panthers, on parlait un peu de cette réputation-là, comme quoi on relance des carrières tellement facilement, puis tout. Puis Gustav Forsling, c'est peut-être le plus beau cas de figure de ça. Puis en plus, on l'a tellement sur un bon contrat pendant plusieurs années encore. Là, je veux dire, c'est assez incroyable ce que Gustav Forsling donne à cette équipe-là. Puis c'est drôle parce qu'il y a un match, je ne me trompe pas, c'était le premier où c'était épouvantable pour Gustav Forsling et Aaron Ekblad. Puis depuis ce temps-là, les deux ont recommencé à jouer de l'énorme hockey. Bon, à part Aaron Ekblad qui se fait casser les cheveux par McDavid une fois ou 2-3 matchs, là, mais ça arrive à tout le monde. Soyons honnêtes entre nos trois, là. Qui entre nos trois se ferait pas briser des cheveux par Connor McDavid? Il n'y a pas un joueur de toute la NH qui ne se ferait pas briser les cheveux par McDavid au moins une fois. Fait que ça, comme je dis, ça arrive à tout le monde, mais man, c'est Ekblad est en train de faire de l'argent. Puis un autre gars qui est en train de faire de l'argent, Brad Marchand, qui mon Dieu! Man, quelle série finale pour Brad Marchand. Le vieillard de 37 ans là, qui en a encore puis qui est encore tout aussi déplaisant que le premier jour. Quelle série pour Brad Marchand. C'est pour cette raison-là exactement que les Panthers sont allés chercher. Ils n'ont pas eu à toucher absolument rien. Tu fais juste insérer un gars extrêmement versatile, comment il peut jouer offensivement. Puis tout d'un coup, tu le mets dans un scénario où le gars, il a été 3 fois dans sa carrière auparavant. Tu l'amènes dans une 4e finale, puis il était fait pour ce moment-là où Brad Marchand, à 37 ans, on est rendu là à 6 buts dans cette finale de la Coupe cette année-là. Puis là, ça s'est amusé à sortir les comparatifs avec Mario Lemieux et compagnie. Bon, Brad Marchand, il est resté assez humble avec ça. Il dit, bon, je ne suis pas Mario Lemieux non plus, là, mais dis-tu qu'au fond de lui, il y avait un petit sourire en coin au fond de lui. Ah, ben oui, parce que c'est Brad Marchand, style d'arrogant du calice. Mais juste pour dire, les gars, à quel point est-ce que ce gars-là connaît une bonne finale. Qui va faire beaucoup d'argent. Puis bien sûr, les gars, on sait déjà qu'il va obtenir une grosse augmentation cet été. On l'aime bien pour ce qu'il fait de legit, mais ce qui est aussi très sur la ligne en matière de jeu un peu cochon. Les gars, Sam Bennett aussi, qui s'est illustré encore une fois hier. Puis tu sais, il y a le débat en ce moment de qui gagne le Conn Smythe. Là, tout le monde semble avoir un petit recency bias de Brad Marchand parce qu'il connaît 2 gros matchs depuis, là, mais c'est parce que Sam Bennett est le meilleur joueur des Panthers depuis le début de ces séries-là. Ouais, c'est ça. Ça me parle toujours. Le Conn Smythe, c'est pour les séries. C'est pour les séries. C'est pour les séries. C'est pas comme dans la NBA où c'est Finals MVP. C'est pas la même chose. Ouais, s'il y avait un MVP de la finale, ce serait Brad Marchand. Mais là, on parle des meilleures séries. Sam Bennett. Ouais, même à ça, oui, comme Brad Marchand, il y a des bonnes finales, mais Sam Bennett sont tout aussi bonnes comme oui, il y a moins de buts. Mais tu sais, c'est tous ces intangibles-là, les gars. Là. Mais par contre, c'est. Tu sais, dans ma tête, Sam Bennett va quand même revenir en Floride, mais
Oui, moi aussi. Juste ajouter un petit can't smile dans son argument de vente, mais qu'il devienne joueur autonome le 1er juillet, il me semble. Moi, je pense qu'il ne viendra même pas joueur autonome le 1er juillet, mais il va avoir signé une prolongation de contrat avant ça. Puis ça va être genre pour 8,5 millions par année. Puis les gens vont capoter parce que la Floride en a encore un pour pas trop cher. Puis tout. Puis c'est drôle parce que Sam Bennett, en saison régulière, si je ne me trompe pas, il n'a jamais dépassé comme 54 points en une saison. 51. 51, puis c'était cette année d'ailleurs. C'est ça. Il n'a jamais fait plus que 51 points en saison. Jamais, au grand jamais, tu paierais 8,5, 9, même 10 millions par année à un joueur qui te fait à peine 50 points par saison. Mais juste pour ce qu'il fait en série, il va l'avoir. Puis ça va être un gars. Tu sais quoi, dans 5 ans, tu regardes, tu te dis, voyons, comment quelqu'un a possiblement pu donner ce contrat-là à Sam Bennett? Ben, on va y raconter les séries de 2025, puis tout va avoir du sens. C'est fou comment quand cette transaction-là est arrivée, quand il a été envoyé en Floride, on a juste fermé les yeux, puis on a juste claqué une sieste parce que Sam Bennett, à la maison, pour ceux qui ont quand même oublié, là, ce gars-là était quand même un 4e choix au total il y a une dizaine d'années de ça. Ce gars-là avait le gros hype derrière lui, puis ça n'a jamais tant cliqué à Calgary. Il n'a jamais vraiment trouvé un rôle offensif, puis Pop, on l'a en Floride, là. Ben, c'est le fun que tu me rappelles en arrière un peu pour deux choses. De un, il y a à peine quelques années, il y a à peu près 4-5 ans, on parlait, il y a du monde qui sortait le mot en B pour parler de Sam Bennett, on parlait de Bust, là. Puis on parlait de Bust, puis ça me rappelle aussi, il ne faut aussi pas oublier que non seulement c'est un ancien haut choix, le premier ronde, mais jusque dans les derniers mois du cycle de draft de 2014, Sam Bennett était vu comme possiblement le premier choix total. Ouais. Je me rappelle, ce gars-là était premier. Il était comme, tu sais, la fameuse liste de février là, de mi-saison, il était premier patineur nord-américain de cette liste-là. Puis il est arrivé au combine, il n'a même pas fait un pull-up, puis son draft stock a baissé. C'est fou. Puis tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui accordent moins d'importance aux tests physiques. C'est pas parce que Elias Pettersson aussi, je pense qu'il y avait un combine épouvantable. Je regarde sa shape, ça a l'air de quelqu'un qui a pas. Le plus drôle, parenthèse, le plus drôle dedans, c'était Casey Middlestad qui avait fait la une parce qu'il n'était pas capable de faire un pull-up. Non, ben je pense que c'est Middlestad. En tout cas, c'est un des deux. Là. Il me semble que Pettersson, ça n'avait pas été glorieux non plus. Mais écoute, on parle de l'échange de Sam Bennett. Les boys, êtes-vous capable de nommer le joueur qui était impliqué dans la première transaction Sam Bennett qui l'a envoyé en Floride? OK. Vous le connaissez super bien. J'ai revu l'échange en plus que c'était... j'avais vu l'échange, c'était un autre journaliste qui avait retweeté l'échange que Frank Savarelli avait été échangé. Est-ce que c'était dans celle-là ou est-ce que c'était dans celle d'Huberdeau qu'Emil Heinemann était envoyé? C'est Emil Heinemann. Emil Heinemann. C'est celle de Sam Bennett. Je pense, pour Sam Bennett. Puis en tout respect pour Emil Heinemann, qui vraiment a démontré des super belles choses à Montréal cette année, mais penses-tu qu'en ce moment, en Floride, on s'ennuie bien héros d'Emil Heinemann puis de ce choix-là qu'on avait échangé? Je pense pas, non. Mais les Panthers sont avantagés par la Ligue à cause des taxes. Les Panthers sont avantagés parce qu'ils font des bons moves, qu'ils sont une destination où les gars veulent aller. Puis parce qu'ils sont capables de relancer des carrières. Fuck, man, on parlait de Forsling tantôt. Il y en a 1000, des gars comme ça. Ekman Larson a relancé sa carrière, a un beau contrat à Toronto. Mais Brandon Montour était rendu une risée à travers la ligue, est arrivé en Floride, a signé un nasty de gros contrat avec le Kraken. C'est tout le temps ça. Puis ça relance des carrières. On est compétitif année après année. Arrêtez avec les taxes. Gary Bettman l'a dit cette semaine, la semaine passée. Puis je suis d'accord avec lui. Pendant 17 ans de temps, quand les équipes de la Floride n'étaient pas bonnes, il n'y a jamais personne qui a rien dit ces taxes. Puis là, les équipes de la Floride sont bonnes depuis une couple d'années. Puis là, soudainement, tout le monde parle de ça. Est-ce que c'est un avantage? Oui, un peu. C'est un peu un avantage. Je serais menti de dire que c'est pas du tout un avantage. 5%. Mais le vrai avantage, c'est peut-être que les gars qui sont déjà là sont prêts à signer pour un petit peu moins. Mais parce qu'il n'y a jamais un joueur qui va se dire bon, OK, j'ai le choix entre aller avec une équipe hyper compétitive ou une équipe vraiment pourrie, mais où est-ce que je pourrais sauver 5% de taxes? Non, les gars vont choisir l'équipe qui est compétitive. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que la Floride, environnement chaud, pas trop médiatique. Ça donne une bonne équipe avec un bon système le fun. Puis c'est pour ça que les gars veulent aller là. Ils veulent gagner la coupe. Ils veulent aller... En ce moment, tous les avantages sont vers la Floride. Fait que c'est sûr que les gars veulent aller là, au-delà des taxes. Là. Puis, je fais juste vous dire, est-ce que quelqu'un se plaint des taxes quand ça parle du Kraken de Seattle? Mais non.
Non, l'État de Washington n'a pas de taxe d'État, puis personne ne parle que le Kraken est avantagé par la Ligue. En tout cas, c'est un faux. C'est vrai qu'il y a un avantage, mais l'impact de cet avantage-là est extrêmement surestimé. On en parle maintenant que les Panthers sont une équipe bien en santé et qu'on peut finalement en profiter. Bon, les gars, avant qu'on passe au basket, j'ai besoin de la prédiction. Est-ce qu'il y a un 7e match qui est forcé par les Oilers sur la route? Qu'est-ce que ça va prendre? Et maintenant, où est-ce qu'on reste à un match 6? Moi, je me dis que cette finale-là me fait penser un peu à 2009. Parce qu'il ne faut pas rappeler que mais il ne faut pas rappeler aussi, le match numéro 5, si je ne me trompe pas, les Pingouins se font belt ass par les Red Wings de Détroit en 2009. Ouais. On gagne les 2 derniers, on s'en va gagner ça. Les Panthers aussi, il y a quelques semaines, on sac une volée au Leafs, match numéro 5, on les humilie sur le glace, on s'est fait battre 2-0 à domicile 2 jours plus tard, puis ça a forcé un match 7. Fait que d'après moi, les Oilers vont forcer un match 7. Mais je pense que les Panthers vont gagner ce match 7. Ça me fait chier, j'ai la même prédiction que toi. Écoute, je vais changer d'abord. Je vais changer de ma prédiction. Les Panthers vont finir en. Je pense que l'année passée, on s'est peut-être fait un peu peur avec. On avait une avance de 3-0, puis on a fini ça en 7 finalement. Puis là, tu vois, à ce moment-là, les Panthers savaient au moins qu'on avait le match 7 à la maison. Là, on sait que si on a un match 7, il est à Edmonton. Puis là, je pense qu'on ne veut pas donner la chance à Edmonton de avoir un match à la maison. On a appris ces erreurs-là, on a appris de tout ça. Je pense que là, les Panthers vont être capables de closer. Même si je serais vraiment pas surpris qu'Edmonton soit capable de gagner le match 6 puis que les Panthers gagnent le match 7 à Edmonton, là, mais je pense que les Panthers vont vouloir régler ça à la maison. Gagner la coupe devant leurs partisans, serait cool. On l'a fait l'an passé. Le faire une 2e fois, ce serait quand même cool. Je pense qu'on aimerait ça. Ça va être une belle motivation de plus. Puis, je pense que McDavid pourrait changer ce match-là à lui tout seul. Peut-être qu'il va voir ce qui s'est passé l'an passé, puis il va se dire, gars, là, ça fait, je ne veux pas perdre une autre finale de même, puis il va se lever, puis il va jouer 2 matchs qui n'auront pas de il va marquer genre, Mikko Rantanen contre l'Avalanche, là, il va refaire ça, McDavid en finale, là, mais je pense que les Panthers en ce moment sont en parfait contrôle, puis je vais y aller avec Panthers en 6. Les gars, juste avant que, bien sûr, le jeudi final de la NBA, juste avant, on a eu une transaction cette semaine impliquant le favori des partisans des Canadiens de Montréal, nul autre que des Rangers de New York, Chris Kreider, qui est envoyé. Vous dites, sûrement, à ce point-ci dans sa carrière, doit être parti vers une équipe, justement, qui va compétitionner pour une Coupe Stanley. Non, au grand contraire, en fait, Chris Kreider, les gars, est envoyé aux Ducks d'Anaheim avec un choix de 4e ronde contre Carey Terrence et un choix de 3e ronde au repêchage qui s'en vient. Carey Terrence, pour ceux qui ne connaissent pas, choix de 2e ronde en 2023 des Ducks, a joué dans la Ligue de l'Ontario cette année avec les Otters d'Érié, entre autres, où il a eu 39 points en 45 matchs. Les gars, comment est-ce qu'on évalue un échange de la sorte? Est-ce que ça en dit plus sur les Rangers qui commencent à vendre et oublier ce qu'on a ici? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que du côté des Ducks, on souhaite aller chercher une présence de vétérans qui ont fait le tour du bloc pour les jeunes joueurs? Comment est-ce qu'on voit ça? Ben, moi, je pense que je vois les Ducks d'Anaheim qui arrivent un peu au même stade que le Canadien de Montréal l'était il y a presque un an. Les jeunes ont essayé on prouve de quoi, mais ça prend des vétérans pour les épauler rendus là. Puis je pense que du côté d'Anaheim, on n'a pas ça encore pour l'instant. Chris Kreider qui a passé quasiment toute sa carrière à jouer en série. Là, je pense, nombre de matchs en carrière en série, je regarde ça. 123 matchs de séries éliminatoires. C'est énorme. C'est énorme, absolument. Le gars, quand même, 84 minutes de punition pour 76 points aussi. Il y a un style de jeu puis il y a un rôle à aller chercher pour Chris Kreider. Puis pour moi, les Ducks d'Anaheim, c'est plate pour eux autres parce que ils ont eu le temps de rebuild, ils ont eu le temps d'aller d'aller chercher 1 million de choix top 5 au repêchage. Puis on en est au même stade qu'on n'est pas capable d'aller chercher le step de plus du côté des Ducks. Le Canadien l'a prouvé cette année, puis je pense peut-être que ça piquait un peu l'orgueil de l'organisation de voir que
une équipe comme Montréal a tellement croupi dans les bas-fonds puis a réussi à revenir en série avant eux autres. Je pense que là, on s'est dit, là, ça n'a pas d'allure. Il faut vraiment essayer d'améliorer nos troupes. Tu sais, un Trevor Zegras qui est toujours impliqué dans des grosses rumeurs de transactions année après année. Mason McTavish qui est joueur autonome avec compensation, qui serait une cible vraiment bonne pour une offre hostile. Il faut faire des moves du côté d'Anaheim. Il faut faire des moves, puis j'aime ça ce qu'il amène. On n'a pas payé trop cher, puis tu sais, Chris Kreider arrive avec pas tant une grosse valeur à échanger, un petit down year, puis du côté de New York, on est comme pas en reconstruction, mais en retransition, on fait un petit pas de côté. Fait que je pense que du côté des Ducks, je pense, pour Pat Verbeek, c'est un beau gamble qu'on puisse aller chercher un gars comme lui. C'est un beau gamble, mais je pense que l'élément de cette transaction-là, Mio, que tu n'as pas nommé, que je pense qui est extrêmement important, c'est que les Ducks prennent l'entièreté du contrat de Chris Kreider, 2 ans à 6,5 millions par année. Et sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce que Chris Drury a sur Pat Verbeek, OK? Mais en dedans de moins d'1 an, là, Drury a réussi à y repasser le salaire de Jacob Trouba et de Chris Kreider au grand complet pour régler ses propres problèmes de cap salarial. Et il n'a même pas eu à payer pour se débarrasser de ces 2 contrats-là qui étaient un peu vus comme des boulets. C'est assez spectaculaire des Rangers de réussir à faire ça. Puis, je pense que pour les Ducks, on y trouve notre compte aussi, tu sais, juste au niveau de l'avantage numérique, Chris Kreider va tellement aider. On avait besoin d'aide en avantage numérique pour les Ducks. On avait vraiment besoin d'aide. Puis Chris Kreider est vraiment bon à une niche qui va pouvoir aider justement avec ça. Tu sais, cette année, Chris Kreider, c'est 22 buts, 8 passes, mais beaucoup de buts en avantage numérique. Puis, on a besoin d'un gars qui a un avantage numérique qui va être capable de marquer des buts, un gars qui va pouvoir aller se saler le nez un peu. Puis, on en a, mais t'en as jamais assez, des gars comme ça, là. Puis c'est surtout un vétéran qui a vu neiger, puis tout, puis qui amène une dimension physique, puis qui peut être un leader pour ces jeunes-là. Fait que pour moi, c'est pour ça qu'on a fait cette transaction-là à Anaheim, mais sérieusement, les Rangers doivent dire un énorme merci aux Ducks, tout le temps les sauver, puis même la Californie en général, là, parce que les Rangers sont fait sauver du contrat de Barclay Goodrow avec ça, puis on va pouvoir, avec les Sharks, on l'a envoyé aux Sharks, tu sais, juste ça va permettre aussi d'éviter de perdre Will Cully, tu sais, avec une offre hostile, on va pouvoir éviter de le perdre. On va avoir de l'argent pour le signer maintenant. Moi, je pense pas que c'était ça la grosse priorité, mais je pense que ça prenait quand même des changements à ce niveau-là chez les Rangers. Fait que oui, honnêtement, c'est un peu triste que ça finisse comme ça, Chris Kreider avec les Rangers, un morceau tellement important des 10-15 dernières années pour cette organisation-là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire pour les Rangers, puis est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un départ de Mika Zibanejad aussi, parce que clairement, on veut bouger, puis Zibanejad, qui d'ailleurs au grand plaisir de Mio, Lafrenière aussi, peut-être qu'Alex Lafrenière pourrait bouger, et écoute, pour revenir à Zibanejad, Mio, on en a brièvement jasé, mais on a essayé de garder ce sujet-là pour le podcast. Mio, quelle serait ta réaction si Mika Zibanejad, qui est encore un bon joueur de centre offensif, serait cette solution-là que pour le problème de deuxième centre du Canadien? Est-ce que tu t'achèterais un jersey Mika Zibanejad aux couleurs du Canadien? Non, jamais. Jamais. Mon orgueil ne peut pas me permettre d'aller là. Donc, pour les gens à la maison qui ne savent pas, Mika Zibanejad, c'est probablement le joueur que j'ai le plus dans la Ligue nationale. Pour les mêmes raisons, en fait, on peut détester Jean-Gabriel Pageau parce que, man, ce gars-là sort toujours des performances de feu contre les Canadiens, que ce soit dans le temps qu'il était avec les Sénateurs en 2013 quand il a éliminé le Canadien, son but avec le patin, éliminer les Canadiens quand il était avec les Rangers en 2017, puis tous les autres mots de la vie qui viennent avec font en sorte que, man, j'ai détesté Mika Zibanejad. Même aussi simple qu'en octobre, avec ma blonde, on est allé voir le match des Canadiens contre Rangers où ça s'est terminé genre 10-2. Et Zibanejad qui a marqué 35 secondes, avec 35 secondes de jouer, tu sais. Puis tous les textes que j'ai reçus, ça a juste animé ma haine pour Mika Zibanejad, mais qu'il soit le joueur de deuxième centre des Canadiens, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que ça me dérangerait, mais man, disons qu'il l'est. S'il fait juste jouer comme il jouait contre les Canadiens, mais contre les autres équipes. Mais c'est peut-être que son poids, c'est juste qu'il est bon contre les Canadiens. Mais c'est ça l'affaire. Puis pourtant, en plus, les statistiques sont même pas tant incroyables contre le CH. C'est juste, man, ça donne toujours à des bons moments qui est clutch. Je vais aller voir ses splits en carrière contre Montréal, mettons.
Va voir ça. Ça doit pas être Jeff Skinner. Jeff Skinner, c'est tout le temps Jeff Skinner. Jeff Skinner marque tout le temps contre les Canadiens. La réponse, c'est toujours Jeff Skinner. Mais si Mika Zibanejad devait être les Canadiens, je pense que je commencerai par pleurer, puis après ça, on verra. Peut-être que je vais m'acclimater à lui si ça donne, mais tu me dis comme ça d'emblée, t'amènes pas ça. En même temps, mettre Zibanejad avec Jean Laine puis Demidov, c'est pas une bonne façon pour que le kid apprenne des bonnes façons de faire défensives. Là. Je veux dire, c'est pas deux grands joueurs défensifs. Là. Tu parles de gars qui sont bons en avantage numérique, Zibanejad, c'est pas mal ça. Là. Mais c'est pas ça, lui qui va jouer des avantages numériques. Là. Ça remplit certainement juste pas les besoins du Canadien. Fait que, ça m'étonnerait que ça arrive, là. Mais bon, je pense qu'on a une réponse de la part de Pop. Mais en carrière, Mika Zibanejad, en carrière, en 38 matchs, il a 28 points. C'est correct. C'est pas Combien de buts? 15 buts. OK. 15 buts en 28 games. 15 buts, 13 passes. OK. Le plus drôle dans tout ça, c'est que Mika Zibanejad a sa meilleure moyenne. La seule équipe contre qui Mika Zibanejad a plus d'1 point par game quand il affronte cette équipe-là, c'est les Ducks. 12 buts, 26 points en 21 matchs. Ce gars-là... il est pas juste bon contre eux, il est torche. 26 en 21, c'est bon. J'ai fait une petite erreur. Il y a aussi une autre équipe contre qui Mika Zibanejad a aussi au-dessus d'1 point par match en carrière, les Sénateurs d'Ottawa. Je te jure, dans ma tête, il va dire les Sénateurs. Ah, man, j'adore ça. 22 points si on va chez Zibanejad, il va torcher les Rangers. C'est ça que tu as envie de me dire? Absolument. Et les Ducks. Pour jouer le match de l'année contre les Ducks, le Canadien perd toujours. Attends que Chris Drury dise ça à Pat Verbeek. Hey, j'ai vraiment un gars super intéressant. Il va pouvoir sortir un autre contrat de ses livres de même et aller chercher plus de flexibilité. Tu vois, c'est un super bon argument. On fait toute la job pour Chris Drury en ce moment. Incroyable. Les gars, passons au basketball sur cette conversation de Mika Zibanejad dont je tente de m'en défaire. Les gars, on a dit en début d'émission comme quoi ça va bien du côté de la LNH, qu'on a une finale qui est le fun, qui pourrait potentiellement aller en 7. C'est la même chose du côté de la NBA, alors que on se retrouve une semaine plus tard, puis je ne sais plus qui avait dit ça de vous deux, mais comme quoi on allait se retrouver à un 2-2 finalement. Ah non, même pas. Les deux, vous avez dit 3-1, mais pour chaque équipe. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est toi qui avais dit. Oui, je pense que c'est ça, par défaut. C'est ça, mais tabarnak, vous avez dit 3-1 pour chacune des équipes. Félix avait dit Pacers, puis Pop, t'avais dit OKC. Non, moi j'avais OKC. Ah, peu importe, mais tabarnak. Moi, j'avais dit que ça serait un 2-2. Ah, ben tu vois, c'est Pop d'abord. Moi, j'étais pas mal sûr qu'OKC allait, que les Pacers allaient au moins gagner un match. Qu'importe, ils ont réussi à le faire match 3 devant leurs partisans et autres célébrités du coin. D'ailleurs, quelque chose que je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui... Même parfois, ça me fait rire, là, le sport et tout ça, là, les gens qui disent « Ouais, mais tu sais, les Pacers, là, c'est parce qu'ils n'ont pas tant de célébrités qui vont les voir. » Comme si c'était un vrai argument. Ils ont Caitlin Clark. Non, mais je te dis ça comme si c'était un argument. Non, effectivement. Là, oui, parce que OKC, il y a plus de vedettes qui vont les voir. Ça devait être un partisan des Knicks qui a écrit ça. Ils ont Kendrick Perkins, qui est là pour sa job. The crowd goes mild. Mais bref, ça pour dire Pacers qui ont réussi à créer un choc. D'ailleurs, les gars, quel match de 2 joueurs de banc pour les Pacers dans ce match 3, de un TJ McConnell qui a même pas eu besoin de marquer, il a marqué genre 5 points, mais qui a terminé le match avec 5 ballons volés, et genre un bloc, et de l'autre côté, Bénédicte Mathurin avec 27 points en 20 minutes de match et avec 9 tirs seulement, a fini genre 7-9. Et finalement, match 4, ça s'est gâté de l'autre bord où OKC ont eu tellement un match terrible, encore une fois. Ça démontre à quel point cette équipe-là est bonne. On a terminé le match avec, je pense, 1 tir ou genre 3 tirs à 3 points de rentrée. Shai Gilgeous-Alexander, qui a un match super calme, a peut-être tiré 5-6 fois de la ligne de lancer franc, aucune fois avant le 4e quart. Et on s'en est quand même sorti contre les Pacers. Je pense qu'on peut dire merci à Indiana aussi, qui ont connu un 4e quart, ma foi. Désastreux. Est-ce que désastreux? 4e quart. Est-ce que désastreux et affreux, c'est assez pour décrire la contre-performance qu'ils ont eue? Non. Si OKC gagne le championnat,
on va devoir regarder sa 4e quart. Tu sais, cette fin de match-là, les partisans des Pacers pourraient en faire des... Dans 2 semaines, là, ça pourrait être des cauchemars véritables de juste repenser à ce quart-temps. Ouais, parce que tu aurais pu revenir à 3-1. Tu mènes 3-1 pour retourner à OKC. Je veux dire, tu es en super bonne position. Là, OKC, on retourne à OKC, c'est 2-2. OKC va prendre l'avance puis te pousser sur le bord de l'élimination quand tu reviens vers des partisans, tu as de la pression augmente et tout. Puis, man, c'est vraiment, vraiment pas idéal pour les Pacers d'avoir perdu ce match numéro 4-là. Puis surtout, le Thunder avait tellement l'air battable dans le match numéro 4. Le Thunder, offensivement, on dirait que cette série-là expose à quel point, offensivement, c'est une équipe qui est archaïque. Tu sais, on n'a presque pas de schéma de jeu à OKC. Man, tu donnes le ballon à SGA, puis laisse-le faire sa magie. T'espères qu'il va te marquer 40 points, mais libérer SGA est rendu extrêmement difficile, surtout quand tu as Andrew Nembhard qui joue de la défense et qui n'a pas de maudit bon sens sur lui. C'est... Man, je sais pas comment OKC a réussi pour se rendre aussi loin sans qu'on réalise à quel point cette attaque-là était archaïque. C'est tellement de base, cette attaque-là. On refuse de rentrer dans la boîte du côté de... Tu sais, on veut pas jouer... Moi, OKC, là, ça fait penser à moi un peu, tu sais, tu veux jouer à contre-courant de la méta un peu, puis te dire en même temps, hey, moi, je vais être capable de battre la méta, de jouer un style de jeu différent, peut-être ramener un peu le côté old school un peu, puis finalement, non, tu te fais battre parce que y a une méta, elle existe pour une raison, puis OKC a réussi quand même à gagner. Est-ce que ça fait juste forcer encore plus de dire, hey, je vous l'avais dit, je vais recommencer? Il y a une différence entre ne pas vouloir rentrer dans la boîte, puis juste pas avoir de plan. Juste pas avoir de plan. Le plan, c'est que tu donnes le ballon à SGA puis t'espères qu'il te sorte de là. C'est quoi? Ça prend plus que ça, là. Les Pacers et les Bulls de Chicago des années 90 et 2000 respectivement ont gagné des championnats de la sorte avec un joueur aux 2 qui est bon en tabarnak, qui peut aller te chercher le panier que tu veux. Puis c'est ça, ça donne que tu as un bon noyau autour qui est capable de bien jouer défensivement. Puis Chris, ton Jalen Williams, ton Chet Holmgren va être marqué un petit 15 points ici, là. T'as ton as toute l'équipe est super bonne défensivement, ça donne. Ton as défensif, l'équipe au complet. Tu as ton Alex Caruso qui est comme la colle de toute la défensive puis de la relance. C'est juste ça donne, tout fonctionne bien. Fait que, est-ce que... la défensive, elle en a pour beaucoup, en fait, pour ces victoires-là, maintenant qu'on réalise à quel point cette offensive-là est... Sans dire qu'elle est qu'une seule facette, mais tu réalises que c'est battable si tu es capable. C'est un peu ironique parce que la stratégie, c'est de l'isolement, mais d'isoler Shai Gilgeous-Alexander dans son jeu d'isolement puis d'essayer de le battre. C'est juste que c'est tellement tough quand le gars il est capable d'aller chercher ces contacts-là pour aller marquer des lancers francs. Autant que, encore une fois, il n'y a pas eu besoin d'aller les chercher dans ce match 4-là tant que ça. Puis, man, ils ont gagné. Puis c'est un autre qui paraît mal un peu par rapport à cette attaque-là, donc ici c'est Chet Holmgren qui... Oh my God! Man, Chet Holmgren, 2e choix au total, manqué sa première année, je comprends un peu de retard dans son développement et tout, mais Chet Holmgren a été pris pour être la 2e option de cette équipe-là, puis en ce moment, ça va pas du tout, là. C'est surtout les fins de match, c'est tellement difficile pour lui, on a l'impression qu'il vient trop souvent un non-facteur, puis c'est problématique d'avoir ta supposée 2e meilleure option. Bon, Jalen Williams va probablement juste dépasser la hiérarchie, peut-être plus une 3e option, mais même là, que ta 3e option devienne un non-facteur aussi souvent, c'est problématique à OKC. Pour que cette équipe-là fonctionne, tu as besoin d'un Chet Holmgren qui roule à plein régime, puis je regarde ça, je me demande, est-ce qu'on a signé à Isaiah Hartenstein parce qu'on ne croit pas en Chet Holmgren? Puis je veux dire, je commence quasiment à me demander ça parce que Chet Holmgren, en ce moment, n'a pas une bonne finale. Vraiment pas. Puis même dans le reste des séries, je veux dire, il y a eu quelques bons moments, mais c'est pas des séries extrêmement convaincantes pour Chet Holmgren en ce moment. Puis je me demande vraiment comment on va gérer la suite pour lui parce que il va falloir qu'il atteigne un autre niveau si OKC veut être cette dynastie-là qu'on essaie de nous vendre, de nous vanter du moins. Ça va prendre un Chet Holmgren revu et amélioré parce que cette version-là, c'est pas suffisant. OKC gagne quand même, c'est vrai, mais ça prend un meilleur Chet Holmgren si on veut vraiment être cette équipe dominante-là qu'on est capable d'être. Au match 4, il y a eu comme un pas pire 4e quart, mais c'est juste
peux-tu avoir ça dès le début? La raison, les gens disaient tellement de la merde justement sur OKC, puis ça inclut nous autres, entre nous, là, comme quoi cette attaque-là semblait vulnérable, c'est parce que Chet Holmgren n'est pas constant. Et effectivement, c'est ce qu'il va avoir besoin de l'air. Comme tu peux pas juste voir cette performance-là au 4e quart, au match 4, te frotter les mains et tu te dis, bon, ben, that's it, on est là, on est rendu là avec Chet Holmgren. Tu as besoin d'un peu plus de constance de sa part. Puis c'est ce qui peut faire en sorte que OKC peut être d'une bonne équipe à une équipe dominante. Puis c'est l'inverse en ce moment. Puis on est là, puis on est comme 2-2. Puis finalement, on commence à avoir de l'espoir pour que Indiana soit en mesure finalement de remporter ce championnat-là de la façon qu'il joue. Mais de l'autre côté, pour Indiana, l'attaque doit avoir un bon flow. C'est difficile à travers cette défensive-là. Puis après tout ça, là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de donner des tirs à 3 points pour Miles Turner? Miles Turner, tu parles de gars qui n'ont pas une bonne finale, là? Miles Turner est pas mal loose. Miles Turner est un centre de 7 pieds qui, dans ses bonnes soirées, a 4 rebonds. Juste ça, c'est terrible. 4 rebonds, puis genre 19 passes. Genre. On a eu deux au match 4, d'ailleurs. C'est ça, je pense que c'est comme 4-2-4. C'est terrible, là. Ça en prend vraiment plus que ça de ton centre partant pour essayer de survivre. Tu sais, déjà que tes opportunités de marquer contre OKC sont pas énormes. Ils sont tellement bons défensivement. Là. Si tu prends pas des rebonds, à moins que tu aies quelqu'un d'autre qui t'aide, le Siakam qui ramasse ça ou quoi que ce soit, c'est parce que tu as besoin que ton centre aille te chercher des possessions. Un rebond, là, c'est une possession. C'est aussi simple que ça. Là. Dès que tu ramasses un rebond, tu assures une possession à ton équipe. Que ce soit une deuxième possession offensive ou d'éviter une deuxième possession offensive pour l'autre équipe. En ce moment, Miles Turner, sa job numéro 1 pour cette équipe-là, c'est de ramasser les rebonds, d'éviter qu'OKC ait une tonne d'opportunités. Parce que Félix... Il de faire ça. Puis Félix, même à ça, c'est ça le pire, parce que Oklahoma City n'est pas capable non plus d'attraper des rebonds, mais Miles Turner, il n'est pas capable non plus. Qui les attrape? Qui les attrape, ces rebonds-là? Andrew Reese. Aaron Naismith, d'ailleurs, en a eu 9 au match 4, Siakam 8, puis Obi Toppin 7. Donc, tu sais, ça vient juste... C'est pas normal que ces gars-là, c'est pas normal que ce soit eux, c'est ça le problème. Faut que ce soit Miles Turner qui prenne la... Puis je pense que ça n'a jamais été une grande force de son jeu non plus, puis c'est correct, c'est un joueur de centre un peu différent. Profil différent, mais naturellement. Si tu pas des 3 points en plus, il faut que tu fasses quelque chose à un moment donné. Là, en ce moment, on parlait de non-facteur tantôt. Lui, c'est un moins que non-facteur. C'est terrible, Master en finale. Non, exactement, mais au moins, on sourit finalement une bonne performance de Pascal Siakam. Mais encore une fois, cette attaque-là, ça passe par Tyrese Haliburton, qu'on le veuille ou non. Obi Toppin qui a eu un fort match au match 4, mais à l'inverse, après une grosse performance de Bénédicte Mathurin, ça a été tellement calme au dernier match. Puis Andrew Nembhard qui pogne toutes les fautes du monde à essayer de courir chez Gilgeous-Alexander. On va voir où ça s'en va tout ça, mais les gars, je dois vous poser la question encore une fois. Où est-ce que ça s'en va cette série-là? Est-ce qu'on s'en va en 6? De quel côté? Est-ce que ça s'en va en 7? OKC en 6. Alors, ça veut dire OKC qui gagne à domicile et qui va le gagner sur la route en Indiana. OKC en 6. Je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs autour de Shea qui vont réaliser qu'il faut qu'il y en ait de plus. Je pense que c'est ce qu'on voit. Puis je pense que la magie. J'ai l'impression que j'ai le même argumentaire que la semaine passée, puis ça a mal fini, mais fuck it, j'y retourne. La magie autour des Pacers, à un moment donné, je pense qu'elle va arrêter. Puis juste la défense du Thunder donne tellement un plafond élevé, un plancher élevé à cette équipe-là. Si Chet Holmgren peut juste être correct, si Jalen Williams peut juste être correct, le plancher que ta défense te donne fait en sorte que tu n'as pas besoin d'une tonne de points pour gagner tout le temps. Mais il faut juste que tu ailles. Puis, c'est pas des matchs qui se gagnent par des 140 points. Là, même 100 points, c'est des bons scores dans ces finales-là. Là. Fait que si tu es juste capable d'avoir une trentaine de points par match de Shea, puis un 15 à 20 points de Chet et de Jalen Williams, c'est tellement difficile pour les Pacers de revenir après ça. Fait que je vais y aller avec OKC en 6 parce que je pense que ces gars-là sont capables de partir la switch d'ici la fin de la finale. Puis, je pense que Shea a un gros match de 40-50 points encore dans le corps. Là. Je pense qu'on va le voir bientôt. Puis,
respect aux Pacers. Juste d'amener ça en 6, même s'ils perdent en 6, c'est un succès sur toute la ligne pour eux. Tout le monde les voyait perdre en 4 ou en 5. Les preneurs au livre, c'était terrible. OKC était tellement favori par beaucoup. Là, puis c'est une des finales avec les Pacers, c'est un des plus gros underdogs en finale de l'histoire de la NBA. C'est fou. Personne n'a donné la moindre chance. Puis juste d'amener ça en 6 serait quelque chose. J'espère qu'on va aller en 7. Mais je pense que ça va se terminer en 6 pour OKC. Moi, je vais aller à contre-courant. Moi, je vais dire les Pacers vont finir 106. Oh, OK. Les Pacers vont finir 107 en 6 parce que tant qu'à moi, je trouve que Indiana, tu sais, bien beau parler de magie et tout ça. Moi, si on m'a juste une question à me poser, c'est qui la meilleure équipe depuis le début de cette finale-là? Cette meilleure équipe est à Indiana en ce moment. Tu sais, il suffit juste d'un quart-temps correct, même bon, là, tu sais, juste correct au bon, puis c'est 3-1 dans cette série-là. Pour moi, Indiana a prouvé que c'était la meilleure équipe dans ces séries-là. Et je me dis qu'on a réussi à aller en voler une à OKC. Pourquoi pas leur faire une deuxième fois, finir ça devant nos partisans, puis avoir l'ultimate bromance, Tyrese Haliburton, Caitlin Clark qui soulèvent le trophée ensemble. Ça, ce serait cool. Ça serait cool. Je pense pas qu'elle va le faire parce que, tu sais, non, moi non plus. Mais ça va pas aller sur le terrain, mais tu sais qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il va y avoir une photo qui va se prendre à quelque part. Les deux stars d'Indiana, du basket de l'Indiana qui se soulèvent un trophée ensemble. Pauvre Pascal Siakam, man. Pourquoi? Ben, écoute. Deuxième option des Pacers. On place quand même le troisième. Non. C'est correct. Pourquoi pas un deuxième championnat? Non, correct. On offre une avec Haliburton et Siakam ensemble. Voilà. C'est leur championnat. Il y en a un qui a été MVP des finales de l'Est. C'est pas Haliburton. C'est pas Haliburton. Puis il était prêt. Il était prêt à aller chercher. D'ailleurs, les gars, si vous voulez acheter un nouveau meme à votre arsenal de memes de la NBA, on en a eu droit à un lors de ce séjour en Indiana. Alors que Stephen A. Smith, tête vedette d'ESPN, était là pour couvrir le match, grand gourou du basketball qu'il est. Il a été pris en flagrant délit en plein match. Vous dites, en train de faire quoi? En train de jaser du monde? En train de... Je sais pas, en train de jouer au solitaire est la réponse, mesdames et messieurs, pendant le match. Et sa réponse est tellement drôle. Il fait juste ça comme « Ouais, c'est moi. Ouais, by the way, moi, je suis capable de faire du multitâche. Ouais, by the way, c'était lors d'une pause publicitaire. » Puis tout le monde sont comme « Non, c'était pas pendant une pause. C'était pas du tout pendant une pause. J'aurais laissé slide si je jouais au Fricelle. Si je jouais au Fricelle, j'aurais laissé ça slide, mais c'est le solitude, fait que non. Quoi? Vous êtes trop jeune d'avoir connu ça. Ouais, exact. Les vrais G savent que le Fricelle, c'est le meilleur jeu dans les systèmes d'exploitation Windows. Les meilleurs jeux de cartes. Parce que le Space Cadet existe encore quand même. Il jouait au trou de cul, genre contre des bots sur son sel. Ah non, man, c'est... Puis tu sais, ça parle tout le temps d'ESPN. Tu sais, ESPN, la réputation de... On embauche des gars qui font juste sortir des hot takes, qui regardent pas les games, qui lisent 2-3 box scores, puis qui vont avec ça, là. Puis Dick, c'est pas la réputation, man! Puis dès que c'est pas un gros marché, on s'en bat les couilles comme jamais, genre. L'aurais-tu vu faire ça au Madison Square Garden? Il aurait définitivement pas fait ça au Madison Square Garden. Je pense qu'il aurait même pas été capable de tenir son sel tellement que je shakerais de nervosité. Je sais plus si c'était dans le contexte de quelle finale, peut-être en 2019 ou sinon, écoute, 2018, il voulait tellement que il était content du fait que LeBron James était rendu dans l'Ouest parce qu'il dit, man, je vais pouvoir aller en Californie durant la finale. Ça n'a rien à voir avec ça doit être 2020, ça doit être avant quand il signe avec les Lakers en... Non, c'est en 2019, c'est en 2019, c'est là, c'est vrai. Ouais, exact. Mais tu sais, il s'était blessé, mais c'est une affaire de même comme quoi il était content. Ouais. Il était content. Ou tu sais, c'est une affaire comme quoi dans l'Est, tu sais, je pense, finale de conférence, c'était genre un Miami-Boston est comme, tu sais, genre du fun. Mais tu sais, par contre, là, tu sais, la ville dans l'Ouest, c'est potentiellement genre, je sais pas moi, un... ça devait être genre Phoenix ou LA. Genre un Portland. Tu sais, une affaire de même, là. Tu sais, comme,
je pourrais aller au show, mais il y a potentiel que je sois genre à Portland ou de l'autre bord à Toronto. Il fait froid. Genre, au Minnesota, man, au Minnesota. Milwaukee, on prend en sortir. Ouais, tu sais, des affaires de même comme quoi il aurait capoté. Anyways, mesdames et messieurs, avant qu'on passe à autre chose, on a aussi eu droit à un échange dans la NBA. Le genre d'échange où un certain Nico Harrison aurait pu dire « Hey Chris, tu peux changer des joueurs pour des choix et des considérations futures? » Là, je me serais jamais attendu à ça. Anyways, les gars, grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Desmond Bane qui a porté les couleurs des Grizzlies de Memphis pour une bonne partie, en fait, toute sa carrière jusqu'à présent, est échangé au Magic d'Orlando. En retour, joueur favori, honnêtement, de la foule Orlando, un des favoris en NBA. Cole Anthony, en plus de Kentavious Caldwell-Pope, 4 choix de première ronde et échange de choix aussi qui vient avec ça, là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Grizzlies sortent positifs de 4 choix de première ronde. Pas protégé. Pas protégé. Pas protégé. Fait que c'est un gros pari du côté du Magic. À savoir si c'est la bonne transaction. À vous de me le dire, les gars, parce que le Magic, le problème, c'est pas la saison régulière, ce sont les séries éliminatoires. C'est quelque chose qu'ils ont eu un petit peu de misère avec. Et est-ce que Desmond Bane, c'est la pièce manquante pour ton équipe vraiment? Est-ce que... Comment je pourrais dire ça? D'habitude, tu veux toujours ton gars, OK? Le gars, ton alpha, le gars qui va aller chercher ton panier. On les a en ce moment avec, notamment chez Gilgeous-Alexander. Ce gars-là, A1. C'est supposé être Paolo Banchero, OK? Qu'est-ce que ça vient changer maintenant avec Desmond Bane dans le portrait? C'est pas ton A1. Paolo Banchero a de la misère à être ton A1. Est-ce que tu fais juste construire une équipe de joueurs qui sont bons? Une bonne équipe, mais pas une équipe qui a ce chien. J'ai un peu de misère à voir ça, mais ce que je vais dire aussi que j'apprécie, c'est Kentavious Caldwell-Pope, qui est un joueur de qualité que tu vas avoir en séries éliminatoires. Moi, je suis en train de regarder ce trade-là, puis ça ressemble pas quasiment au prix que Minnesota a payé pour aller chercher Rudy Gobert. Ça ressemble un peu à quasiment au même prix que ça a été donné, puis tu vois un peu la différence entre les joueurs. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'Orlando, quand ils sont en santé, c'est une sneaky good team. C'est ça l'affaire. Tu sais, l'année passée, Paolo Banchero a manqué une bonne partie de la saison. On a vu Franz Wagner devenir possiblement un des candidats pour le Most Improved Player of the League avant de se blesser. Fait que là, tu vois un peu à quel point genre, cette équipe-là n'est pas capable de rester constant parce qu'on n'évite pas l'infirmerie autant qu'on veut. Ça me fait juste rappeler qu'il y a quelques années, on voyait les Grizzlies comme la jeune équipe, genre en progression hype, puis finalement, Desmond Bane est parti. Hey, c'est fou comment le stock pour les Grizzlies était haut. Il y a cette fameuse année où ils se sont fait sortir en première ronde par les Lakers, puis c'était vraiment embarrassant, mais tu sais, ta jeune équipe de Ja Morant, Jaren Jackson, Desmond Bane, tu avais même t'avais Steven Adams sur cette équipe-là. Le stock était incroyablement haut pour cette équipe-là. Puis, il y a des joueurs que je n'ai pas nommés, là, les Brandon Clark de ce monde, qui étaient blessés durant les séries éliminatoires. Le stock était élevé. Puis là, tu défais de Desmond Bane. Et tu vois Ja Morant être en suspension parce qu'il a les gars. Puis tu as perdu ton entraîneur-chef aussi pendant la saison. Il n'y a plus rien qui va avec les Grizzlies. Puis les Grizzlies, en fait, on va dire les Grizzlies ont un peu la même progression et la même décroissance aussi qu'a une équipe comme les Kings de Sacramento, où c'est une équipe jeune, bonne vedette, tellement un bon cast, jeune, excitante autour. Puis man, tu as comme une excellente saison où ça donne que tu perds en première ronde d'attitude. On dit « Hey, tu vas être de retour l'année prochaine, right? » Right? Mais finalement, tout se défait, tout chie en face. Puis encore une fois, il y a plein d'histoires autour de ça, notamment avec les fameuses suspensions de Ja Morant. Puis voilà où on en est, où le Desmond Bane est parti. Je pense pas que c'est la fin encore de ce noyau. Ce noyau, encore une fois, tu viens d'échanger un morceau de ton noyau, mais de cette édition, on va dire, des Grizzlies. Mais t'as des guns pour avoir un futur qui se soutient. Tu peux avoir un futur à long terme, ou
tu peux avoir un draft capital pour aller chercher un gros nom sur le marché des échanges. Kevin Durant est un joueur disponible, soit dit en passant. Kevin Durant, on parlait de gars qui n'étaient pas super forts au combine un peu plus tôt. Ça en est un. Mais bon, Kevin Durant, à date les rumeurs pointent beaucoup vers Houston, entre autres, à suivre ce qui va se passer pour ça. On indique aussi que les Raptors sont un petit peu sneaky là-dedans. Là, fait que, non, les Raptors, on va chercher Giannis. Là, oublie ça. Là. Ouais, j'ai tellement hâte quand ça va donner que le prix pour Giannis va être Scottie Barnes. Puis là, Félix dit ouais, mais Scottie Barnes. Mais ça va être le fun à voir. Je suis pas prêt émotionnellement. Je suis pas prêt émotionnellement à ce que Scottie Barnes se fasse échanger, mais difficile d'ignorer que ce gars-là va être en dehors de cette transaction-là. Les gars, on a un petit peu de balles à jaser, puis j'ai envie de lancer ça de un parce qu'on apprend une drôle de nouvelle. Et non, c'est pas les Blue Jays de Toronto, entre autres. Là. Bah, vas-y donc, pire, un peu sur les Blue Jays. Écoute, on peut donner du love un peu aux Blue Jays de Toronto. Ouais, on t'a donné de mal, puis là, c'est genre une des bonnes équipes au baseball. Là, on va en parler, allons-y pas. Écoute, ça n'a pas été facile contre les Phillies en fin de semaine, mais les Blue Jays qui, pendant un stretch de 2-3 semaines, à un moment opportun, ont décidé d'être la meilleure équipe du baseball majeur. Le capitaine Kirk, mesdames, messieurs. Le capitaine Kirk! Quel joueur! J'aime absolument tout de ce joueur-là. Puis ça fait juste du bien de le voir. Tu sais, je pense que ces 2 dernières années là, où on avait un petit down year offensivement, c'était parce que on se pétait avec, on avait Gabriel Moreno, on avait Danny Jansen, on avait quasiment un carrousel à 3 du côté des receveurs, du côté des Blue Jays. Là, c'est vraiment lui le capitaine en poste. Mm-hmm. Et il transporte cette équipe-là. Et Max Scherzer revient bientôt. Oui, ça, c'est en cours. Pas combien de temps? Là, OK, oui, là, mais ça, c'est pas mon problème. Puis je reviens à Kirk vite, puis après ça, Mio, je te laisse, là, mais tu sais, je pense que c'est la première fois en 2 ans et demi que je peux poser la question non sarcastiquement à Toronto, là, qui s'ennuie de Gabriel Moreno en ce moment? C'est la première fois en 2 ans et demi que je peux poser cette question. C'est bien silencieux dans les derniers mois avec Gabriel Moreno, hein? Ah, écoute, c'est les Diamondbacks, quelle saison de misère, juste les blessures, puis tout, puis le nombre de crises cardiaques qu'ils font faire à leurs fans à chaque match. Tu sais, c'est quelle drôle de saison en Arizona, Corbin Burns blessé, là, le closer Justin Martinez blessé pour un an, opération Tommy John. Quelle saison fuckée là-bas. Une saison de pisse, une vraie saison de pisse. Puis le pire, c'est qu'ils sont encore dans la course pour les séries. Fait qu'on sait pas s'ils vont vendre. T'sais. En ce moment, il y a une chance qu'ils ont Corbin Carroll puis Eugenio Suarez qui tapent circuit après circuit après circuit. C'est pas mal ce qui leur donne une chance d'être encore dans la course, mais même Zach Gallen n'est pas bon, man. Ça va juste tellement mal. Puis Gabriel Moreno, va falloir que. Ouais, ça va prendre. Tu sais, Gabriel Moreno qui est correct, mais ça va en prendre plus. Dans plus de ben du bon. Puis, on parle d'Alejandro Kirk, mais les gars, savez-vous aussi combien de coups de circuit, mettons, un joueur comme Guerrero a durant ces 10 derniers matchs-là? 0. Il n'y en a pas. Non, Vlad n'a pas une grande saison, man. Non, il y en a en termes de circuit, il n'y a pas une grande saison, ça c'est clair. Ça passe certainement pas par... Ben, c'est sûr que... Anthony Santander, d'après moi, il ne doit pas avoir de grand circuit aussi là-dedans, là. Non. Puis même Bobichette aussi, là, c'est assez calme à ces 10 derniers matchs. Non, il y a eu un petit réveil parce que je pense, au début du mois, quasiment rendu en mai, je pense que Bobichette avait aucun circuit. Mais dans les 10 derniers, Pop, on parle d'un coup de circuit. Pour Bobichette, je le prends. Puis je dis pas ça parce qu'il est dans mon pool. Puis je dis pas ça parce que Bobichette est dans mon pool de baseball en ce moment. Là. T'en as besoin, non, mais au-delà de ça, c'est quand même 8 points produits durant, mettons, là, encore une fois, on va sortir juste les 10 derniers matchs, mais c'est un peu plus long que ça. Mais ça demeure que c'est encourageant, puis encore une fois, c'est pas, c'est loin d'être la division la plus facile du baseball. Là, tu compétitionnes, t'es un petit peu en avant des Red Sox, ça fait que c'est certainement encourageant, puis tu respires dans le coup des Rays, puis écouter une 2e place dans cette division-là, c'est excellent. À suivre maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de garder ça constant? Avant le trade deadline, tu es au-dessus de 500 avant le deadline. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu achètes ou tu vends? Ouais, je sais pas. À Toronto, je pense que ça va être beaucoup le statu quo. Je pense je pense pas qu'on va échanger ce qu'on a, mais je pense pas qu'on va être un acheteur extrêmement agressif. Mais tu sais, il reste encore 6 semaines à peu près. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer.
pose-moi la question au match des étoiles, puis je te donne une réponse. Mais je serais pas surpris que Toronto prenne la décision de acheteur ou vendeur 3 jours avant la date limite. Je pense que ça va être vraiment la dernière minute. Puis je pense qu'il y a comme un gros tas d'équipes qui sont dans la même situation. Là. Il y a comme un gros tas d'équipes qui sont comme à 36-37 victoires en ce moment. Là. Les Red Sox, d'ailleurs, qui en font partie. Les Rays aussi dans cette division-là. Puis il y en a d'autres, les Mariners. Il y en a 1001 des équipes de même. J'ai l'impression que ça va vraiment se décider de dernière minute de qui va être acheteur, qui va être vendeur. Et je serais pas surpris. Les Jays, ce qui pourrait être possible, c'est qu'on soit acheteur et vendeur. Qu'on vende certains morceaux, des petits bouts on a certains joueurs où est-ce qu'on se bat, peut-être qu'on est un peu fort là, mais on aimerait s'améliorer ailleurs. Peut-être les échanges baseball, il y a des échanges hockey, mais les deux, on s'améliore dans l'immédiat. Là, je pense que c'est peut-être ça qu'on va voir de plus en plus, parce que avec les séries qui ont pris de l'expansion, plus d'équipes qui rentrent en série, je pense qu'on va voir de plus en plus d'équipes qui croient en leur chance. Fait qu'il y aura moins d'équipes vendeurs, moins d'équipes qui vont vendre. Fait que forcément, il va falloir que les acheteurs trouvent d'autres façons d'aller chercher du renfort pour s'améliorer. Dans un cas, les gars, où les Blue Jays, mettons, on dit, là, fuck le statu quo, puis on dit, regarde, on va essayer de maximiser cette fenêtre-là qu'on a. Parfait. Date limite des transactions approche. Qui seraient les cibles pour combler les besoins aux Jays? La question, c'est qui va être disponible. C'est aussi simple que ça, mais en ce moment, je pense que tu as comme n'importe quelle équipe dans l'histoire des équipes qui veulent acheter des lanceurs. Je pense que tu n'as jamais trop de lanceurs, puis on le voit en ce moment à Toronto avec Bowden Francis, qui est un problème quand même dans cette rotation-là. Puis on a Max Scherzer qui va revenir, puis on a des options quand même dans le 3 et tout. Fait que peut-être qu'on va opter pour ça, mais un vrai bon partant, ça ferait du bien. L'alignement, je veux dire, l'alignement n'a pas vraiment de faiblesse en ce moment. Je sais pas où j'améliorerais vraiment l'équipe, surtout Anthony Santander et Dalton Varsho qui s'en viennent. Éventuellement, j'espère que ces gars-là vont être des gros contributeurs. Je pense que c'est plus des bras qu'on a besoin, un partant ou un releveur, mais toutes les équipes veulent des lanceurs. Fait est-ce qu'on veut vraiment payer le gros prix pour un lanceur? Je pense. Oui, je pense pas que ça va être possible. On va pas retenir notre souffle pour celle-là. Tu vas peut-être avoir le partant d'une équipe qui est pas bon, là, puis que l'équipe est allée, puis elle décide de l'échanger, puis tu vas échanger un de tes bons espoirs pour ça, parce qu'au deadline, n'importe qui est capable de lancer des manches dans les majeurs, ça vaut un de tes 5 meilleurs espoirs. Là. Prépare-toi. On salue les Astros de Houston avec le Yusei Kikuchi l'année passée. On salue les Orioles de Baltimore qui avaient été chez Trevor Rogers pour Connor Norby et Carl Stowers, deux de leurs excellents jeunes joueurs, pour un gars qui, si je ne m'abuse, n'est même plus dans l'organisation des Orioles en ce moment. Et qu'il a lancé, je pense, 4 manches dans les majeurs, même pas. C'est comme on dit, le trade deadline, c'est comme on dit, c'est à 3 heures qu'on reconnaît les vrais danceurs. Exactement. Puis il y a toujours une transaction qu'on reconnaît les vrais danseurs sur le net floor. Puis il y a toujours une équipe qui vend que tu t'attends pas à ce qu'elle vende. Il y a toujours des noms que tu t'attends pas à ce qu'ils bougent. Les Diamondbacks pourraient vendre, mais je veux dire, ils gagnent encore, man. Je veux dire, ils sont encore dans la course. C'est une équipe qui est à, je pense, 3-4 matchs d'une place en série en ce moment. Je veux dire, c'est pas le profil d'une équipe qui vend. Là. Je veux dire, les Marlins vont vendre, on le sait. Les Rockies vont vendre, ils n'ont rien à vendre. Les White Sox vont vendre, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Les Pirates ont quelque chose, mais ils ne vendront pas. Non, les Pirates vont échanger quoi? Que Brian Hayes, peut-être? All right. Il y a 2-3 releveurs que personne connaît qui vont se faire échanger. Là. Ça va ressembler. Les Rockies ont Jake Bird. C'est le gros releveur qui pourrait échanger. Mais même Jake Bird, qui est un releveur qui n'a jamais eu une grande carrière, qui a une bonne saison, ça va peut-être te coûter ton 4e meilleur espoir. Là. Les prix à la date limite sont absurdes. Puis c'est pas juste qu'il y a une bonne saison. Il y a une bonne saison en jouant la moitié de ses games au Rockies, au Coors Field. C'est fou, man. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Félix Forget, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Moi, je veux vous parler des Nationals de Washington qui... les expos! Oui, les nouveaux expos. Et dans le fond, les nouveaux champions d'expo. C'est vrai. Les champions en 2019, ça fait quand même déjà un petit moment quand même que les Nationals ont gagné la série mondiale. Max Scherzer puis Trey Turner, ça jouait là. Ça fait pas Anthony Rendon, ça jouait là aussi encore. Dis-toi, Strasburg, ça jouait là aussi. Dites-vous que ça fait tellement longtemps que Pop était encore dans la vingtaine. Pop qui a 30 ans d'ailleurs. Il est en train de calculer. Pop qui a 30 ans qui doit calculer. mais je voulais calculer à quel bout de la vingtaine j'étais rendu, par exemple.
OK. Je pensais qu'il calculait vraiment si t'étais vraiment... Non, je voulais voir à quel bout de ma vingtaine j'étais rendu. Ah, c'est bon. Ça fait... Puis Ryan Zimmerman est encore là. Ou c'est l'année après qu'ils prennent sa retraite. En tout cas, bref, ça commence à faire un petit bout que les Nationals ont gagné. Et le gérant de cette équipe-là, c'était Dave Martinez, qui est encore le gérant des Nationals aujourd'hui. Et dans les derniers jours, les Nationals qui ont un jeu de noyau prometteur et tout, mais ça va moins bien ces temps-ci. Une séquence de 7 défaites consécutives pour les Nationals. Et Dave Martinez s'est fait questionner à savoir est-ce que le coaching est un peu en cause pour ça. Et Dave Martinez a répondu que ce n'est jamais la faute du coaching. Jamais la faute du coaching. Et des fois, il faut commencer à blâmer un peu plus les joueurs. Et écoute, j'ai un peu envie de dire conflit d'intérêts parce que c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des gros méchants joueurs. Puis ça fait une couple d'années quand même que les Nationals sont dans les bas-fonds depuis qu'ils ont gagné la Série mondiale. Ça fait une couple d'années qu'on en arrache sérieusement à Washington. Puis on n'a pas toujours eu des bonnes équipes. Mais là, veut pas, on commence à avoir une jeune équipe de plus en plus prometteuse. Il faut que les victoires commencent à suivre. Puis c'est sûr que tu peux pas juste mettre la faute sur Dave Martinez, mais de dire que c'est jamais la faute des coachs. On va se calmer. Ça sent le coach qui a un petit peu peur. Ça sent un petit peu le coach qui a peur pour sa job. Je sais pas pour vous, là, mais ça sent le coach qui se dit fuck, man, on commence à avoir des bons jeunes. Il faudrait peut-être que je commence à gagner des matchs puis j'en gagne pas. Je vais dire que c'est toujours la faute des joueurs. Ça sent le gars qui a un petit peu peur pour sa job. Mais en même temps, j'aime ça des fois. Tu sais, les coachs, on met un peu de. Tu sais, c'est. Oui, des fois, c'est mauvais, mais une petite fois de temps en temps, là. Pas mauvais de lancer des joueurs en dessous de l'autobus. Une fois. Juste 100%, mais des fois, là, c'est plus, mais pas sécal. Puis je pense, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, dans la Ligue nationale, un peu, entre autres, là, tu sais, on est trop prudent un peu. Dave Martinez, c'est genre, non, c'est la faute des joueurs. C'est jamais la faute. Je ne sais pas s'il a raison. Tu sais, un moment donné, il faut lousser un peu tu sais, que lui ait des comptes à rendre un peu, mais tu sais, des fois, moi, j'aime ça. Non, il n'y a pas de compte à rendre, c'est jamais la faute des entraîneurs. Parlez-en, tu peux mettre n'importe qui comme coach, ça ne change rien, c'est jamais la faute des entraîneurs. Parlez-en à Pete DeBoer. Ouais, oui, ces temps-ci, il y a le temps d'en parler d'ailleurs, ces temps-ci, Pete DeBoer. Commande. Pop, qu'est-ce que tu as pour nous? Écoute, j'avais déjà un sujet préparé pour Trigger Félix cette semaine parce que les Giants de San Francisco sont redevenus des tricheurs, mesdames, messieurs. C'est déjà réglé. Jusqu'à, là, je pense que le match de dimanche n'est pas encore joué, ou du moins n'est pas terminé au moment d'enregistrer, mais jusqu'à samedi après-midi, les Giants de San Francisco étaient à égalité avec les Dodgers au sommet de la division. On est rendu à la mi-juin. Qui aurait pu prédire ça à la mi-juin? Mais sais-tu quoi? Je vais regarder ça un petit peu plus tard. Parce que Félix m'est arrivé avec une chose aujourd'hui. Je suis profondément scandalisé. Si je vous dis Grant Holmes, c'est ça. Vous ne savez pas c'est qui. Je doute. Moi, ça va. Là. Je t'en ai parlé. Mais si on avait un segment NBA on TNT de Who He Plays For, probablement que tu aurais pu deviner cette équipe-là. Grant Holmes, mesdames, messieurs, je ne sais pas s'il a parti un temper tantrum dans le vestiaire ou il s'est fait payer calissement le souper pour la prochaine semaine. Parce que je vais vous donner sa fiche statistique aujourd'hui. 6 manches et un tiers. 2 coups sûrs. 2 points mérités. 2 buts sur balle. 93 lancés. 15 retraits au bâton. Sur les 19 frappeurs que tu as retirés, tu as 15 retraits au bâton. C'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Ça. Pour ceux qui connaissent un peu moins le baseball, là, c'est vraiment impressionnant. Ça. Mesdames et messieurs, les Braves d'Atlanta ont perdu ce match 10-1 contre les Rockies du Colorado. Appelez pas de n'importe qui. Tu peux faire ça. Ben en fait, c'est simple. Le bullpen des Braves d'Atlanta qui est tellement mauvais. Qui fait 15 retraits contre les Rockies. Il est tellement mauvais leur rencontre. Cette année, ils en ont 14. Merci. C'est fou, man. Cet enclos-là à Atlanta est tellement mauvais. Puis c'est ça qui fait en sorte que... Tu sais, Craig Kimbrell, je comprends que ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. C'était pas incroyable, là, mais
donner une manche, là, tu sais, t'as besoin un bras qui peut lancer en ce moment, tu peux pas cracher là-dessus. L'enclos des Braves est tellement épouvantable. Puis je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien vu. Je pense que, hey man, avoir une performance comme ça de 15 retros au bâton en 6 manches et un tiers, là, et de perdre, pas juste perdre par 9 points contre les Rockies du Colorado. Hey, si ça définit pas bien la saison des Braves d'Atlanta, je sais pas qu'est-ce qui la définit bien. Puis, Pop, je pense que tu as fait la recherche. C'est quoi le plus gros différentiel de points par lequel une équipe a perdu quand ton partant avait au moins 15 retraits? Parce que 9, c'est sûr, c'est un record. Là. C'est absolument un record. Ouais, c'est sûr. Je te fais dire. Merci de la question, Félix Forget, parce que c'est arrivé à 3 reprises dans l'histoire du baseball majeur qu'une équipe qui a son partant qui fait 15 retraits au bâton ou plus perd par 5 points. Aucune équipe n'a perdu aussi pire que 5 points. Cliffley l'a déjà fait, John Smoltz l'a fait, et Sandy Koufax qui a fait 15 retraits au bâton. D'ailleurs, Cliffley a fait 16 retraits au bâton. Et son équipe a juste perdu par 5 points. Ça, c'est un record de tous les temps. Là, on vient d'en perdre par 9. Contre possiblement l'une des pires équipes de l'histoire du baseball majeur. Hey, c'est terrible, man. J'en reviens pas. Non, juste un dernier détail. Et on jouait à Atlanta, pas à Coors Field, là. Hey, c'est terrible, man. C'est terrible. C'est vraiment épouvantable. Puis, parce que c'est 6 points en 6e manche, puis 3 en 7e, je crois. Il y en avait un avant, là. Eniel de Los Santos, qui est venu en relève à Grant Holmes juste après, a donné 3 coups sûrs, 4 points mérités. Il a fait 0 retrait. Incroyable. 0 retrait. Puis, combien de retraits au bâton, lui? Moins de 15? Eniel de Los Santos a 0 retrait au bâton parce qu'il a fait 0 retrait. Ça part bien de ce côté-là. Mais tu sais, on vient de jaser justement d'équipe qui va être vendeuse. Les Braves d'Atlanta, ça va être vendeur. Tu sais, veux pas. Même si cette équipe-là a le joueur le plus hot qui ne s'appelle pas Aaron Judge, sauf contre les Red Sox dans le baseball majeur en Ronald Acuna Jr., cette équipe est partie pour vendre. Ça ne va aucunement pour les Braves d'Atlanta. On est 8 matchs en dessous de 500. Dans une division où ce que les top dogs comme les Phillies et les Mets vont être absolument difficiles à dépasser. Et là, je ne veux pas en revenir sur mon équipe, les Red Sox, mais on commence à voir des rumeurs de transactions. C'est que Boston a beaucoup trop de monde, notamment tout ce qui est au champ extérieur de ce côté-là. Est-ce qu'on est parti pour avoir Chris Sale à Boston? Oh. Est-ce qu'on est parti pour qu'on puisse vendre Chris Sale et qu'il revienne à la maison pour les Red Sox? Je lance ça dans l'univers. Mais ça n'avait pas fini tout croche pour Chris Sale à Boston, par exemple. C'est fou dans ma tête, ce bout-là. Ça avait vraiment fini tout croche. Dans ma tête, ça a fini tout croche. Là. Même son vélo a fini tout croche. Je fais juste dire, son vélo a fini tout croche. Ce gars-là est parti à Atlanta, il allait gagner enfin un Cy Young, mais man, tu sais, t'as Garrett Crochet et Chris Sale, les deux gars qui se ressemblent le plus, des grands gauchers qui peuvent gonner à 100 et qui ont connu leurs premières années de gloire avec les White Sox de Chicago avant de s'en aller à Boston. Pourquoi pas? Moi, je fais juste dire. Il y a beaucoup de monde qui voit Jarren Duran partir du côté de Boston parce qu'il y a trop de monde. Fait que peut-être, est-ce qu'on est rendu à penser à un package deal de Jarren Duran pour ramener Chris Sale à Boston? Laisserais-tu partir Jarren Duran pour Chris Sale? Non, ça, je voudrais pas. Absolument pas. OK. Mais si on pourrait avoir Chris Sale en santé à Boston, avoir un 1-2 punch avec Garrett Crochet. Non, mais tu sais que dès qu'il revient à Boston, il va se blesser. Absolument. On va pas se mentir. Qu'on soit clair, là. Emil Heinemann là, en Utah, là, ça va finir la même affaire avec Chris Sale. Ça va finir la même affaire. Non, puis je me suis dit, on en parlait, c'est comme quoi des rotations avec beaucoup de gauchers au sommet, c'est rare. Ça change ton plan, des fois, ton plan de match quand tu as beaucoup de gros gauchers affrontés. Les Yankees, par exemple, cette année, c'est un bon exemple avec Max Fried, Carlos Rodon au sommet de la rotation. Si les Red Sox vont chercher Chris Sale, qu'on jumelle avec Garrett Crochet, on se ramasse un peu dans une situation similaire de. Tu sais, déjà qu'affronter un gaucher, c'est pas facile en partant. En avoir deux de même qui sont pas faciles à affronter, ça te donne un gros sommet de la talent comme ils sont capables de faire.
Exact. Ça te donne un sommet de la rotation qui est extrêmement difficile à affronter. Puis, tu sais, Crochet, cette année, qui est un candidat au Cy Young, c'est probablement pas le favori parce que Tariq Skubal existe, Max Fried aussi est un autre nom. Puis quoi, Crochet a un excellent départ d'ailleurs vendredi soir contre les Yankees jusqu'à ce qu'Aaron Judge ait son mot à dire pour scraper son match complet. Juste pour dire qu'on scrape avec 2 retraits à faire en avion. Mais bon, ça, c'est un autre. Mais tu sais, c'est un excellent départ. Les Red Sox ont gagné. Ben oui, 100%. Puis c'était un super bon départ quand même, là, mais ce serait quelque chose d'avoir 2 aussi bons gauchers au sommet de la rotation. Chris Sale, qui est récipiendaire en titre du Cy Young dans la nationale et qui, encore une très grosse saison cette année, si je ne m'abuse, a une belle saison encore. Je vais aller voir Chris Sale, voir, mais tu sais, ça fait juste prouver que ce gars-là en santé, déjà que tu peux déjà sortir un argument que ce gars-là serait autant de la renommée aujourd'hui. Ben oui. Imagine s'il n'avait pas juste été blessé. 2,79 de moyenne, puis en 80 manches lancées, déjà 107 retraits. C'est pas l'an passé, mais c'est pas loin. Un 2,79 avec les Red Sox, je prends ça n'importe quand. Ah ben oui, c'est ça. N'importe qui prend ça, n'importe qui. Les Blue Jays prennent ça demain matin. Ah, come on! Oui, mais Chris Sale avec les Blue Jays, est-ce que ce serait pas l'échange David Price version 2025? Ce serait une rotation assez vieille, par exemple, avec Chris Bassitt, Kevin Gausman, Berrios et Chris Sale. Là, puis Max Scherzer. Tu commences à avoir une rotation assez vieille. Là, c'est le cycle de la rotation. Là, mais non, mais ça va être intéressant à suivre si Chris Sale est disponible. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait aller. Retour à Boston, c'est quand même. Les gars, c'est pas parce qu'il n'y a pas de match de football de la NFL qu'on n'a pas de sujet pour vous cette semaine. Et ce qu'on a, ça vous provient de mon équipe favorite, de loin. Et les fameux Bengals de Cincinnati, on sait, est un vrai drame, cette affaire-là. À chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et puis là, c'est quelque chose qui se joue autour des derniers jours. Comme on sait, c'est les mini-camps qui commencent. Puis bon, on parle certainement des joueurs qui ne sont pas là. Puis là, du côté des Browns, on a beaucoup de misère, OK? Historiquement, avec nos contrats puis nos joueurs à renouveler. Là, cette semaine, on va commencer par Shamar Stewart. Shamar Stewart, qui d'ailleurs est un joueur issu du dernier repêchage d'il y a quelques mois de ça, n'a pas joué encore un seul match dans la NFL. Pas un encore. Et va faire une sortie comme quoi les Bengals veulent plus gagner des débats que gagner des matchs. Comme quoi, c'est le genre d'organisation qu'on a chez les Bengals. Mais les gars, ce n'est pas tout parce qu'alors qu'on parle d'un joueur défensif qui pourrait ne pas jouer avec les Bengals, en fait, tout court, on va revenir là-dessus, mais pourrait ne pas jouer tout court avec les Bengals. On a Trey Hendrickson aussi, qui a eu cette fameuse histoire durant l'entre-saison, comme quoi il voulait aller négocier avec d'autres équipes. Ah, finalement, il va rester. Ah, finalement, on va travailler sur un contrat. Ce talk de contrat-là, les gars, ça n'a pas trop avancé. Puis là, il dit, bon, ben, les gars, c'est le temps que je me fasse payer à ma juste valeur. Et puis, c'est au moment que tu dis, est-ce que les Bengals ont de l'argent dans la banque en ce moment pour payer leurs joueurs? Qu'est-ce qui peut se passer avec les Bengals, les gars? Comment est-ce qu'on décortique ce bordel? Les Bengals, dans le fond, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la façon que ça fonctionne dans la NFL, okay, juste faire un petit résumé rapide là, du petit 2 minutes. Le cap salarial n'existe pas dans la NFL. Non, mais c'est un première leçon, ça n'existe pas. Donnez-moi 2 minutes pour être un petit nerd, je vous explique ça. Okay? Quand tu donnes un contrat garanti, un contrat dans la NFL, okay, disons tu donnes 250 millions sur 4 ans à un joueur, il faut que cet argent-là, le propriétaire l'ait au jour 1 et de l'argent est mis en fiducie et est remis au joueur après. Donc, ça fait en sorte que certaines équipes qui ont beaucoup d'argent, les propriétaires ont beaucoup d'argent, exemple, les Eagles de Philadelphie qui ont une tonne d'argent, peuvent se permettre de signer des gros contrats assez facilement sans avoir trop de problèmes. Les Bengals, par exemple, font partie des propriétaires qui ont le moins d'argent qu'ils peuvent mettre facilement comme ça dans des contrats. Donc, c'est toujours plus difficile pour eux de signer des contrats. C'est pour ça que ça a été compliqué. Joe Burrow, ça a été un petit peu plus facile, mais Ja'Marr Chase, ça a été extrêmement compliqué. T. Higgins, ça a été l'opéra savon c'est le roman savon qui ne cesse de... Ça a été ça pendant des années. Et là, on a signé ces 2 gars-là. Donc là, forcément, on a une tonne d'argent des propriétaires des Bengals qu'on ne peut plus utiliser en ce moment. Et là, Trey Hendrickson, qui, avec raison, va être payé à sa juste valeur, mais les Bengals, peut-être qu'on n'a juste pas l'argent pour le payer en ce moment, sans que ce soit une question de cap salarial et tout.
Fait que là, déjà que tu as de la misère avec Hendrickson à le signer, lui veut être payé à sa juste valeur, était prêt à aller regarder ailleurs. Finalement, elle veut essayer de s'entendre avec les Bengals, mais ce dossier-là ne se règle pas. Là, tu as Shamar Stewart, ton choix de première ronde, qui lui, son contrat recru, c'est supposé être assez simple à négocier. C'est supposé être vraiment assez facile. Là. Mais il y a des petites clauses dans son contrat que les Bengals ne veulent pas y donner parce que X et X raisons. Moi, je pense qu'une des raisons de ça, c'est le choix de Jermaine Burton l'année passée. Un choix qui avait été, je crois, en 4e ronde, un receveur qui venait du collégial. Et Jermaine Burton, qui était un espoir de l'équipe, que finalement, on a eu de la misère à le garder sur le terrain. Il prenait pas ça vraiment au sérieux. Il se présentait pas aux pratiques. On l'a vu dans les casinos la veille de match et tout. Puis d'ailleurs, c'est pas vraiment. Je donne pas l'exemple de la question du Canadien au Combine. C'était vraiment un vrai cas de figure de Jermaine Burton qui était au casino la veille d'un match, en plein milieu de la nuit. Fait que tu sais, c'est. J'imagine que peut-être de ça, peut-être que les Bengals veulent se protéger pour pouvoir se sortir plus facilement d'un contrat, du contrat de Stewart. Si jamais on a ce problème-là, puis on essaie de faire avaler la pluie à Stewart, qui veut rien savoir de ça, se probablement dire par son agent de rien falloir savoir de ça. Fait que là, tout ça fait en sorte que tu te mets Trey Hendrickson à dos, puis tu te mets ton choix de première ronde à dos avant même que Stewart ait joué un seul match dans la NFL. C'est un problème à Cincinnati, le fait qu'on n'ait pas nécessairement cet argent-là qu'on peut dépenser dans l'immédiat. Puis ça fait en sorte que c'est toujours difficile de signer des contrats pour eux, surtout des contrats à long terme pour une tonne d'argent. Et c'est un problème. C'est pour ça qu'on voit autant de problèmes au niveau des négociations contractuelles à Cincinnati depuis quelques années, surtout. Là. Mais tu sais, un cas plus vieux, Carson Palmer, ça avait aussi été un cas problématique. Carson Palmer. D'ailleurs, le truc le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a possibilité, parce que là, on connaît la situation contractuelle de Stewart, dans un cas où il ne jouerait pas du tout de la saison. Il dit, moi, tu sais quoi, je m'assois, je ne joue pas. Ce gars-là peut être rééligible au prochain repêchage. Je pense que les Bengals ne pourraient pas le sélectionner, par exemple. Et je pense même que les Bengals perdraient un choix parce qu'ils n'ont pas signé Stewart. Je ne suis pas certain de ça. Le langage de ça dans la convention collective est particulier. J'ai lu un peu là-dessus. Ouais. Je pense que les Bengals perdent leur choix de première ronde. Il n'y a pas un choix compensatoire comme on voit dans d'autres ligues. Je pense qu'on perdrait notre choix de première ronde l'an prochain parce qu'on n'a pas réussi à signer Stewart. Mais est-ce qu'on perd le choix de première ronde ou on perd un choix? Je pense que c'est le choix de première ronde. Je pense que tu perds le choix ça donne du levier aux joueurs. Là. On s'entend que Stewart a du levier pour négocier. Puis... Mais comme je te dis, le langage de ça dans la convention collective laisse place à interprétation. Puis, ça va être probable. Si on se rend là, évidemment, d'après moi, ça va être déterminé par un arbitre à quelque part parce que tu peux interpréter 100%. Ça différent parce que, mettons dans le cas que le gars veut juste pas signer, mais que l'équipe fait bonne intention, ben ça serait calme de leur enlever leur choix de première ronde, alors que c'est juste le joueur qui veut pas signer. Exact. Puis il y a quelques années aussi, il y avait le cas de Joey Bosa aussi, qui avait été un joueur qui avait pris beaucoup de temps à signer. Par contre, ces deux cas-là sont, si jamais c'est un exemple qui vous est venu, c'est pas nécessairement des cas comparables parce que jusqu'à Bosa, je crois que Bosa, c'était la dernière année de ça, c'était 2016, je pense. Je crois que c'est la dernière année où est-ce que les joueurs pouvaient négocier au niveau des montants, au niveau de leur contrat. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Le montant n'est pas un problème pour Shamar Stewart parce que le montant est un peu prédéterminé. C'est vraiment au niveau de certaines clauses que les Bengals veulent mettre ou enlever, que Stewart ne veut rien savoir. C'est vraiment ça le problème dans la négociation. C'est pas une question d'argent, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que si Stewart joue dans une autre ligue, il devient inéligible au prochain repêchage. Je pense que il peut pas jouer. C'est complexe comme cas en ce moment. Mais il ne peut pas jouer collégial. C'est surtout ça l'affaire. C'est qu'il collégial, c'est sûr, mais je pense qu'il ne pourrait pas aller dans UFL non plus ou dans d'autres ligues. Mais on va le signer avec les Alouettes de Montréal. Dans la CFL, ça rentre aussi là-dedans. Les ligues ne peuvent pas jouer. Je pense que les Bengals gardent ses droits. Je pense que c'est ça. Mais comme je te dis, c'est tellement un cas qu'on ne voit pas souvent, voire jamais. Que personne, il n'y a pas vraiment de jurisprudence de ça. Fait qu'on ne sait pas trop ça ressemblerait à quoi. Ce qui est sûr, c'est que s'il devait rentrer comme joueur éligible au prochain repêchage, il ne serait pas autant réclamé que cette année parce qu'il va jouer là, cette fois-ci. En fait, il serait contre une crop fraîche de joueurs sortant des rangs universitaires. Il aurait passé 1 an sans jouer aussi. Là, je veux dire, ça te frappe un développement rare. Ça, là. Quand tu t'es déclaré pour le repêchage, étais-tu un senior?
Mais il peut pas retourner au collégial. Non, je sais, je fais juste me demander, voir si tu un gars genre qui se fait repêcher tard, puis qu'en plus il perd une année, ou c'est genre un gars qui après son sophomore season, puis après ça, il a été déclaré pour la Ça, l'affaire, c'est qu'en ce moment, là, on a du jamais vu. Là. C'était. Mon Dieu, laisse-moi regarder vite. C'est tellement. Sérieux, le collégial, ça, c'est tellement rendu compliqué avec les gars qui ont plus d'années à cause de la COVID, puis tout. Les red shirts, le NIL. C'est. Ouais. Mais puis c'est surtout aussi. Imagine un monde où est-ce qu'il signe, OK? Dans quel état la relation? Et la relation est clairement déjà scrap, là. Je veux dire, le gars a même pas signé un contrat, même pas membre officiel de l'organisation. Il a déjà envoyé les Bengals en dessous de l'autobus. Je veux dire, clairement, la relation n'est pas correcte. Il vient pas me faire croire que ce gars-là signe un deuxième contrat avec les Bengals dans 4 ans. Ça n'arrivera pas, là. Ça va prendre 2-3 Super Bowls pour peut-être convaincre. Je sais pas ce que ça va prendre, mais ça va prendre bien de l'argent, puis on a compris ce problème à Cincinnati, l'argent, fait que rendu là, demande à Trent Hendrickson si l'argent est un problème à Cincinnati. Oh my God! Ou Myles Garrett, que lui a compris que l'argent réglait tout. Oui. Absolument. Il voulait, je voulais des championnats, puis toi, mais 40 millions par année. Dis pas non, 40 millions par année. Il y a aucun mot de la vie ne peut pas être réglé par 40 millions de dollars. Surtout dans le sport professionnel, je te dirais. Avec le montant garanti qui vient avec ça. C'est un bon petit montant. Encore une fois, comme je le mentionne, je pourrais rembourser pas pire ma dette d'études avec ça. Ah oui, 100%. Tu pourrais demander une petite compensation à Deshaun Watson. Tu sais, tant qu'à parler de contrat garanti de gars qui font crisser. Tu sais que l'argent règle bien des affaires, là. Ouais, mais lui, il a besoin de son argent pour d'autres choses. On n'entrera pas là-dedans, mais d'après moi, il en a peut-être besoin pour autre chose en ce moment. Il en a besoin peut-être pour d'autres choses. Anyways, mesdames et messieurs. D'autres types de frais. Mesdames et messieurs, ça fait déjà 1h30 qu'on se jase, puis ça veut dire que c'est déjà malheureusement la fin de la triple menace. Mais juste avant qu'on se quitte, on a quand même notre quiz du joueur de la semaine. Membre de l'Avalanche du Colorado à partir de 2010, les gars ont gagné une médaille d'or en 2016. Pour quel championnat, vous me dites, les gars? Un petit championnat de hockey un peu fuck all qui se passe un petit peu partout. Hein? Pourquoi pas? Puis anyways, depuis 2023, le gars est porte-couleur des Oilers d'Edmonton. De qui parle-t-on, Félix Forget, que ce soit autant en bien qu'en mal? Ben en fait, je vais relancer la question à Pop parce que Pop a un autre petit fun fact sur ce joueur-là qui nous a partagé hier. Et Pop, j'aimerais ça que tu me partages. Je pensais pas que tu allais me faire la passe sur la palette, mais je voulais qu'on l'inclue cette semaine dans le joueur de la semaine. Mais sais-tu quoi? OK, je peux vivre avec ça. Mais il faut rappeler que ce joueur a été le tout premier joueur réclamé par les Golden Knights de Las Vegas. C'était pas un gars qui s'appelait Reed Duke? Non, ça a été le premier joueur signé par les Golden Knights. Voilà. Mais le premier joueur repêché par les Golden Knights de Vegas n'est l'autre que Calvin Pickard, voilà. Le gardien numéro 1 ou 2, ou on ne sait pas trop des Oilers. 1,5. Dis 1,5. Allons-y pour 1,5 qui, avant le match d'hier, en fait, a toujours le même nombre de victoires que le nombre de départs depuis le début de ces séries. 7 victoires en 7 départs. Le problème, c'est qu'il a joué plus de matchs que ça. Mais c'est avant le match d'hier, c'était 7 victoires en 6 départs, ce qui est quand même, sérieusement, 7 victoires en 6 départs, bravo. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais non, mais écoute, on va voir si Calvin Pickard, on va le revoir dans cette série-là. Je pense qu'au match numéro 6, en fait, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller avec Skinner pour le reste, parce que clairement, si Skinner te gagne le match numéro 6, tu ne renverras pas Pickard pour le match numéro 7. Fait que j'ai hâte de voir comment on va gérer ça chez les Oilers, mais il y a encore, comme à chaque année, il y a un problème devant le filet, un débat devant le filet pour les Oilers. Comme quoi, les années se suivent et se ressemblent à Edmonton. J'ai hâte de voir comment Chris Nobla va gérer ça le prochain match qui est prévu pour mardi. Effectivement, sinon, mesdames et messieurs, d'ici là, vous pourrez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous et participer à l'émission. D'ailleurs, parlant d'émission, les gars, on a un projet bien spécial sur lequel on a travaillé dans la dernière semaine, qui va être publié cette semaine. Pop, de quoi parleront-on? Dans le fond, c'est que la triple menace, oui, on a notre rendez-vous quotidien du dimanche, lundi. Ça va continuer à plein pour le futur, mais on voulait amener de quoi de plus.
Amener de quoi de plus qu'une fois par mois, dans le milieu du mois à peu près, le 3e mercredi de chaque mois, on va avoir un épisode entrevue. On va être avec nos 3, avec un invité qui va passer avec nous à peu près 1 heure, à peu près, jaser de tout et de rien, parler de parcours et de tout ça, d'anecdotes savoureuses, puis juste chiller entre nous autres. C'est ça un peu la vibe un peu. T'sais. On parle beaucoup de hot take, de memes, puis de tout ça, mais juste chiller, puis juste avoir une belle discussion. Et cette semaine, c'est le premier de ce nouveau side project un peu qu'on veut développer à la Triple Menace. Mercredi, on va avoir un épisode d'1 heure avec Alexis Goulet, qui est un ami à nous aussi, vous avez eu l'occasion d'entendre souvent sur les ondes de TVA Sport en tant que descripteur hockey, qui va passer la prochaine heure avec nous mercredi et qui sera disponible comme d'habitude sur vos plateformes favoris. Fait que on va lancer ça, on va garder ça comme nouvelle tradition un peu. Au milieu du mois, mercredi, on lance un épisode d'entrevue. Puis peut-être ça va débouler sur d'autres affaires, mais on lance ce nouveau side project-là. Puis d'ailleurs, j'en profite, tu sais, là on a Alex pour le premier show, mais si jamais il y a des gens que vous voulez entendre, on peut pas vous promettre qu'on va avoir n'importe qui, là, mais s'il y a des personnes que vous aimeriez entendre sur le show, on veut avoir votre avis là-dessus. Si vous avez des idées, puis tout, lancez-nous ça, puis ça va nous faire plaisir d'essayer de les contacter, voir s'il y a quelque chose à faire. Puis, tu sais, on a le show avec Alexis déjà enregistré, le format est vraiment décontracté, puis vous ne serez pas complètement dépaysé, mais ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement, puis je pense que vous allez vraiment apprécier En tout cas, quand on l'a enregistré, on avait vraiment l'impression qu'on avait de quoi de popper, puis je pense que vous allez vraiment aimer ça. Hâte d'avoir vos commentaires sur cette émission-là un peu spéciale et sur ce nouveau projet aussi. Que ce soit joueur, membre des médias, entraîneur, personne gravitant sur la scène sportive, laissez-nous savoir qui vous voulez, puis on va essayer de créer de la magie avec ça. On vous promet pas Connor McDavid ou Lane Hutton, mais si vous avez des idées, quelqu'un que vous... Ou peut-être même certaines plats qui nous permettraient d'avoir Connor McDavid et Lane Hutton. Peut-être, mais tu sais, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est d'une super cool histoire dans le monde du sport, puis tout, qui mérite un petit peu de spotlight. Ça pourrait être vraiment cool, puis on veut vous entendre. On est bien plugué, mais Connor McDavid, là, on commence à... Pas tout de suite. Ça s'en vient. D'ici là, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous sinon pour le rendez-vous régulier de la semaine, dimanche prochain à la Triple Menace où on parlera notamment des champions de la Coupe Stanley et de la NBA, on l'espère bien. Sinon, passez une très bonne semaine, profitez du soleil et à bientôt.